Dans les derniers jours du Troisième Reich, l'Allemagne s'enfonça dans un enfer de feu et de désespoir. La vengeance qui s'abattit sur son peuple en 1945 ne fit pas de distinction entre soldats et civils, punissant avec la même brutalité les innocents et les coupables. Berlin et Königsberg, réduites en ruines, devinrent des scènes d'une horreur indescriptible, où la peur et la résignation se respiraient dans chaque recoin. La blague macabre qui circulait à Berlin à la fin de 1944, soit pratique, offre un cercueil, illustrait la sombre réalité d'une population qui ne s'attendait plus à être sauvée. Entre les bombardements incessants, la pénurie extrême et la certitude de la défaite, l'humour noir devint un reflet de l'angoisse collective. L'un des épisodes les plus terrifiants de cette tragédie se produisit à Demuin, une ville marquée par la panique et le désespoir. Lorsque l'armée rouge envahit la ville en 1945, ses habitants, terrifiés par les atrocités commises en Prusse orientale et en Silésie, choisirent la seule issue qu'ils croyaient possible. Berlin dans la tempête, la dernière résistance du national-socialisme. Dans les premiers mois de 1945, la pression des Alliés à l'ouest et l'avancée de l'armée rouge à l'est ébranlèrent les défenses du Troisième Reich. La Wehrmacht avait subi des défaites continues et la bataille des Ardennes, en janvier, avait échoué, laissant l'Allemagne sans capacité opérationnelle. Le 12 janvier commença l'offensive Vistule-Oder, qui permit aux forces soviétiques d'avancer vers l'Oder, à seulement 70 km de Berlin. La stratégie défensive du Führerbunker se concentra sur la mobilisation du Volkssturm, une milice improvisée. Les SS exécutèrent tout officier suggérant une reddition. En mars, les forces britanniques et américaines franchirent le Rhin, capturant des villes clés telles que Cologne et Francfort. Le 16 avril, l'offensive soviétique sur Berlin débuta par une attaque coordonnée de 3 fronts de l'armée rouge. Le premier front biélorusse, sous Georgi Zhukov depuis l'Est, le premier front ukrainien dirigé par Ivan Koniev depuis le Sud, et le second front biélorusse commandé par Konstantin Rokossovski depuis le Nord. La défense allemande sur les collines de Seelow fut insuffisante. 5 jours plus tard, les premières unités soviétiques atteignirent les banlieues de Berlin, où la résistance allemande se fragmenta en points isolés. Le combat urbain entre militaires et civils s'intensifia de rue en rue et de maison en maison, tandis que les ordres de Hitler devenaient erratiques et que sa structure de commandement s'effondrait. 4 jours plus tard, les troupes soviétiques bouclèrent le cercle autour de Berlin. Ils étaient désormais complètement isolés. Le 29 avril, Hitler rédigea son testament politique et épousa Eva Braun avant de se suicider le lendemain. Dans le document, il désigna Karl Dönitz comme son successeur et dénonça Göring et Himmler comme des traîtres. Le 2 mai, la garnison de Berlin se rendit à l'armée rouge. La capitulation officielle de l'Allemagne fut signée le 7 mai à Reims, devant Dwight Eisenhower, et ratifiée le 8 mai à Berlin-Karlshorst, devant le haut commandement soviétique. Cela marqua l'effondrement total du régime national-socialiste et la dissolution de son parti. La Gestapo et les SS furent déclarés organisations criminelles et leurs membres furent poursuivis judiciairement. De nombreux hauts officiers tentèrent de s'échapper en Amérique du Sud ou au Moyen-Orient via des réseaux clandestins connus sous le nom de route des rats. La plupart des scientifiques et techniciens allemands furent recrutés par les États-Unis et l'Union soviétique dans des programmes de transfert technologique. Les zones occupées furent administrées par les Alliés en 4 secteurs, américains, britanniques, français et soviétiques. À Berlin, environ 2 700 000 personnes étaient présentes au début de la bataille. Cela signifie que, pendant la guerre, la population se réduisit de presque moitié. Des millions de soldats furent capturés et envoyés dans des camps de prisonniers de guerre, où les conditions n'étaient pas optimales et où de nombreux prisonniers souffraient de la faim, du froid et de l'épuisement dû au travail forcé. Leur retour commença dans les 2 années suivant la fin des hostilités, mais quelques-uns ne revinrent pas de l'Union soviétique avant janvier 1956. La plus grande difficulté pour ces rapatriés fut leur incapacité à se réintégrer dans leur vie familiale et professionnelle. Pendant ce temps, la population civile affronta les conséquences de années de propagande et de loyauté au régime. L'occupation soviétique fut marquée par des représailles et des exécutions sommaires,
tandis qu'à l'ouest, des programmes de dénazification furent mis en place. Ce dernier eut un succès limité dans l'éradication des idées. Malgré les efforts des Alliés, des secteurs de la société maintinrent une attitude ambiguë envers le passé nazi. En fait, dans l'après-guerre, certains anciens membres du parti dissous occupèrent des postes dans l'administration publique et l'industrie, ce qui généra des controverses dans la mémoire historique du pays. Les procès de Nuremberg, lancés en novembre 1945, établirent des précédents juridiques pour le traitement des crimes de guerre. Dans ces tribunaux, les principaux dirigeants nazis encore vivants furent jugés, établissant la culpabilité de la hiérarchie du régime dans des événements et phénomènes tels que l'Holocauste. Les preuves documentaires et les témoignages révélèrent l'ampleur de ce qui s'était passé, y compris le génocide de millions de personnes dans les camps de concentration. La tempête de feu, conséquence des bombardements dans les villes allemandes. Tout au long du conflit, l'Allemagne a été le théâtre d'une campagne de bombardements aériens menée par les forces alliées visant à affaiblir la capacité militaire du régime nazi et à briser le moral de la population. Ces efforts ont commencé à se renforcer en 1942 avec la mise en œuvre de la directive de bombardement de zone par la Royal Air Force britannique. Cette stratégie, connue sous le nom de bombardement de zone, visait à attaquer les zones urbaines densément peuplées, dans le but d'infliger des dégâts à grande échelle aux habitations, aux centres urbains et aux installations industrielles. Les stratégies ont reflété une approche duale. D'un côté, la RAF britannique a concentré ses efforts sur des attaques massives nocturnes, tandis que la force aérienne de l'armée des États-Unis a opté pour des incursions diurnes plus précises contre des objectifs spécifiques. La coordination entre les deux forces a été consolidée en 1943 lors de la conférence de Casablanca, où la politique de offensive aérienne combinée a été adoptée. Cette approche a permis une pression constante sur le territoire national, intensifiant les destructions tant sur le front industriel que civil. Les tactiques utilisées comprenaient le déploiement de bombes incendiaires, conçues pour provoquer des incendies incontrôlables dans les zones urbaines densément peuplées. Les forces américaines, pour leur part, ont utilisé des bombardiers comme le Boeing B-17, qui offraient une portée suffisante pour pénétrer profondément dans le territoire ennemi et attaquer les usines, les raffineries et les centres de transport vitaux pour l'effort de guerre. Hambourg, un important centre urbain et industriel, a subi le premier usage coordonné des deux forces aériennes en 1943, lors de l'opération Gomorrhe. Bien que les attaques combinées de jour et de nuit aient commencé le 24 juillet et duré jusqu'au 3 août, l'attaque la plus violente a eu lieu dans la nuit du 27 au 28 juillet, lorsque 739 bombardiers britanniques ont largué plus de 100 000 bombes explosives et incendiaires. Les quartiers ouvriers densément peuplés de l'est de Hambourg, y compris Hamm, Hammerbrook et Rothenburg-Sor, ont été touchés. Le bombardement a provoqué une tempête de feu avec des températures atteignant jusqu'à 800 degrés Celsius, favorisée par la chaleur, la sécheresse et la concentration des bombes, détruisant une zone d'environ 13 km² et provoquant d'énormes courants d'air qui ont alimenté davantage les incendies. Les attaques ont laissé un paysage étincelant de décombres. Environ 35 000 personnes ont perdu la vie, y compris de nombreuses femmes et enfants, et environ 750 000 se sont retrouvés sans abri. Environ la moitié de toutes les habitations de Hambourg ont été détruites, partiellement ou totalement. L'évacuation de la ville a commencé immédiatement après les attaques et des centaines de milliers de personnes ont fui. L'un des bombardements les plus emblématiques a été mené par 773 bombardiers britanniques qui ont largué environ 1478 tonnes de bombes explosives et 1182 tonnes de bombes incendiaires sur Dresde, entre le 13 et le 14 février 1945. Le jour suivant, de nouvelles attaques de bombardiers américains ont largué 711 tonnes de bombes supplémentaires. Les attaques ont provoqué la destruction d'une grande partie de la ville. On estime que jusqu'à 25 000 personnes ont perdu la vie. En moins de 48 heures, environ 90% du centre historique a été réduit en décombres, y compris des bâtiments historiques importants comme la Frauenkirche, qui s'est effondrée le 15 février. En tout, les estimations indiquent que plus de 600 000 civils ont perdu la vie lors des bombardements, tandis que des millions d'autres ont été rendus sans abri. Parallèlement,
l'incertitude et la terreur associées aux sirènes de bombardement et aux explosions nocturnes ont engendré un état d'anxiété chronique. En plus des pertes humaines, l'infrastructure urbaine a souffert des conséquences. Les systèmes de transport, y compris les gares et les ponts, ont également été des cibles prioritaires, perturbant les lignes d'approvisionnement et rendant difficile le mouvement des troupes et des ressources. Dortmund et Essen, piliers de l'industrie lourde nationale, ont été attaqués systématiquement dans le cadre de l'offensive aérienne britannique connue sous le nom de bataille de la Ruhr, dans le but de paralyser la production d'armements et de matériaux essentiels pour l'effort de guerre. À Dortmund, on estime que 98% du centre a été détruit lors de l'attaque du 12 mars 1945, ce qui a considérablement entravé le fonctionnement administratif et économique de la région. Ce jour-là, plus de 1000 bombardiers britanniques ont largué plus de 4800 tonnes de bombes. Les pertes humaines, difficiles à estimer, se comptaient par milliers. La perte de logements a obligé de nombreuses familles à se réfugier dans des sous-sols, des tunnels et des bunkers, tandis que d'autres ont dû se déplacer vers des zones rurales à la recherche de sécurité. Dans des villes comme Darmstadt, les bombardements ont atteint leur apogée dans la nuit du 11 au 12 septembre 1944, lors de la célèbre Nuit du Feu. Là, les conditions de vie dans les refuges temporaires sont devenues insoutenables. Le manque d'accès à des services de base comme l'eau potable et l'électricité a aggravé la crise humanitaire, entraînant des épidémies et des cas de malnutrition. À Dresde, les autorités ont été contraintes de brûler les cadavres à ciel ouvert pour éviter la propagation d'épidémies. Déplacement forcé, l'expulsion des Allemands en Europe centrale et de l'Est. Dans la première moitié des années 90, on estime que plus de 17 millions d'Allemands vivaient en dehors du territoire du Reich, en particulier dans les anciens territoires de l'Est, comme la Silésie, la Prusse orientale, et ce qui est aujourd'hui la Pologne, ainsi que dans d'autres pays d'Europe centrale et orientale. Certains s'étaient installés pendant les années de guerre pour travailler dans l'industrie de l'armement ou dans l'agriculture, tandis que d'autres étaient arrivés à la suite d'expulsions ou de mouvements de réfugiés. Quoi qu'il en soit, avec l'avancée des combats, l'expulsion forcée de plus de 12 millions de personnes a commencé à se mettre en place dans le contexte de l'effondrement progressif de l'Allemagne sur les fronts de bataille. Les motifs étaient divers. En plus du désir de vengeance pour les crimes commis par le régime nazi, une réorganisation territoriale et ethnique était recherchée afin de renforcer les États nationaux qui étaient en train de se former ou de retrouver leur indépendance. La Pologne, par exemple, a utilisé l'expulsion pendant près de 7 ans pour consolider son contrôle sur les territoires acquis à la fin de la guerre. Au départ, ont eu lieu les dites expulsions sauvages, au cours desquelles les autorités polonaises et les groupes locaux ont expulsé de force les Allemands des anciens territoires orientaux, tels que la Silésie, la Poméranie et la Prusse orientale. Dans ces régions, les gens ont été contraints d'abandonner leur foyer sans préparation adéquate, exposés à des abus physiques et parfois à des meurtres. En Prusse orientale, environ 1,5 million de personnes ont été évacuées par la mer Baltique et des milliers sont mortes dans des naufrages comme celui du Wilhelm Gustloff. Le navire était un paquebot utilisé par la marine pour évacuer les réfugiés et les soldats de Prusse orientale. Ce jour-là, il y avait plus de 10 000 personnes à bord, dont de nombreux civils allemands fuyant l'avancée de l'armée rouge. Le sous-marin soviétique S-13 les a repérés dans la nuit et a tiré 4 torpilles, dont 3 ont frappé le navire. En moins d'1 heure, le navire a coulé dans la mer Baltique. On estime que le nombre de morts varie entre 4 000 et 9 000 personnes, ce qui en fait l'un des naufrages les plus désastreux de l'histoire. La Pologne justifia les mesures par les crimes des occupants allemands et la nécessité d'intégrer les zones sans population ethnique de ce pays. De plus, les territoires orientaux devaient servir de compensation pour les pertes polonaises à la frontière orientale, où la Pologne a dû céder des territoires à l'Union soviétique. Les territoires dépeuplés ont été utilisés pour réinstaller les Polonais expulsés de ces régions orientales. Le gouvernement récemment établi en Tchécoslovaquie sous Edvard Beneš, pour sa part, justifia l'expulsion dans le but de résoudre le problème allemand et d'assurer l'unité nationale. À partir de janvier 1946, la majorité des Allemands dans ce territoire ont été organisés systématiquement en transport et déportés vers l'Allemagne ou l'Autriche.
L'impact sur la Tchécoslovaquie fut profond. Il a provoqué la désertification de certaines régions et modifié le paysage politique national, contribuant à la consolidation du pouvoir communiste. Le nouveau gouvernement hongrois, sous la pression de l'Union soviétique, considérait cette population comme une menace potentielle, et les expulsions commencèrent officiellement par un décret en décembre 1945. Cette norme régulait la réinstallation de toutes les personnes ayant déclaré leur nationalité allemande lors du recensement effectué 4 ans plus tôt ou appartenant à des organisations nationales socialistes. Les premiers transports de personnes déplacées ont commencé en janvier. Lors de cette première vague, environ 130 000 personnes furent arrêtées, expropriées et envoyées dans les zones d'occupation occidentale de l'Allemagne. Tout au long du processus, on estime qu'environ 300 000 personnes ont été expulsées de Hongrie. En général, les expulsions furent risquées et compliquées. Les routes de fuite furent marquées par la faim, les maladies et un climat inclément, causant la mort de centaines de milliers de personnes. Les trains étaient souvent surchargés et mal équipés, tandis que les chemins ruraux étaient remplis de familles luttant pour survivre. Certains moururent sous les tirs des avions de chasse qui attaquèrent les routes d'évacuation. Les expulsés, souvent équipés uniquement de ce qu'ils pouvaient transporter, furent logés dans des camps de transit manquant d'infrastructures de base. Face à la saturation des personnes arrivant dans les régions orientales de l'Allemagne, les Alliés mirent en place des mesures pour accélérer les expulsions dans le but de consolider les changements territoriaux avant la conférence de Potsdam. Cette dernière, tenue en août 1945, formalisa les expulsions, établissant la nécessité d'un transfert ordonné et humain depuis la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Hongrie. En pratique, cette directive aboutit à des expulsions massives qui respectèrent rarement les principes établis. L'impact démographique fut considérable. Avec plusieurs millions de personnes déplacées, la composition ethnique de l'Europe centrale et orientale fut radicalement modifiée. Les communautés allemandes qui avaient habité ces régions pendant des siècles disparurent, laissant un vide démographique, culturel et économique. Le départ forcé des entrepreneurs, des agriculteurs et des artisans affecta négativement les économies locales, particulièrement dans les régions dépendant de leur expertise et de leur capital. Dans les décennies suivantes, ces dynamiques influencèrent les migrations vers l'Europe de l'Ouest et le vieillissement de la population dans les pays d'origine. Du total des déplacements, on estime qu'entre 400 000 et 2 millions de personnes moururent durant cette période à cause des conditions difficiles et de la violence. Le destin final des déplacés varia selon la région. En Allemagne de l'Ouest, l'arrivée massive de réfugiés exacerba les tensions sociales et économiques dans un pays qui se remettait encore du passé militaire. Le gouvernement dut mettre en œuvre des politiques d'intégration des nouveaux habitants, ce qui contribua finalement au développement de l'État-providence et de l'économie sociale de marché. En revanche, en Allemagne de l'Est, les autorités profitèrent de l'arrivée des déplacés pour renforcer leur discours politique, se présentant comme des protecteurs des intérêts populaires face aux agressions extérieures. Cependant, les difficultés à répondre aux besoins de cette population mirent également en évidence les limites du système. L'offensive soviétique en Prusse orientale, un récit de violence et de déplacement. L'offensive de l'armée rouge en Prusse orientale, menée en janvier de l'année finale de la guerre, marqua le début d'une série d'excès documentés contre les civils, incluant des massacres, des violences sexuelles et des pillages. Pour commencer, l'offensive généra une fuite massive de la population en Prusse orientale, selon des schémas que nous avons déjà décrits. Les archives de l'époque documentent que les nazis, au début, interdirent toute évacuation, ce qui obligea des milliers de personnes à retarder leur départ jusqu'à la dernière minute, augmentant ainsi les risques de subir la répression soviétique. En plein milieu de cette situation, les attaques délibérées contre les civils devinrent récurrentes. Pour illustrer, après la capture de Mettgöthen le 1er février 1945 par l'armée rouge, de nombreux civils, y compris des femmes et des enfants, furent victimes de violences et de meurtres. Les circonstances exactes et le nombre de victimes sont sujets à controverse, mais lorsque les troupes allemandes reprirent la zone 19 jours plus tard, d'énormes cadavres furent découverts, beaucoup portant des signes de viol et de mutilation. Un témoin oculaire, Hermann Sommer, rapporta avoir vu plusieurs sacs pour cadavres et 2 grandes piles de cadavres contenant environ 3000 victimes.
principalement des femmes et des enfants. La violence sexuelle devint une constante. Ces actions, fréquemment commises de manière systématique, étaient à la fois une expression de représailles et un instrument de domination. Les témoignages recueillis racontent comment les femmes étaient sorties de leur refuge pour être agressées devant leurs proches, qui étaient fréquemment tués dans le processus. Les pillages faisaient partie de la stratégie de déstabilisation. Les forces soviétiques ravagèrent des villes telles que Königsberg, Danzig et Allenstein. Les soldats pillèrent des bâtiments publics, des commerces et des habitations privées. Les objets les plus prisés étaient la nourriture, les vêtements, les meubles et les objets personnels de valeur. Ce comportement, loin d'être spontané, répondait parfois à des directives internes visant à les dépouiller de toute ressource pouvant être utile dans un futur effort de reconstruction. L'impact psychologique de ces événements fut dévastateur. Les survivants portèrent des traumatismes profonds qui se propagèrent au-delà de leur génération. Des histoires de silence prédominaient parmi les victimes, incapables de verbaliser tout ce qu'elles avaient vécu. L'incapacité de partager ces expériences perpétua un isolement qui marqua des familles entières. Par ailleurs, les enfants de la guerre héritèrent des effets psychologiques de ces événements, se manifestant par des comportements d'anxiété et des difficultés à établir des relations interpersonnelles. Beaucoup grandirent sans parents, soit parce qu'ils étaient morts, soit parce qu'ils avaient été faits prisonniers. L'éducation pendant cette période se caractérisait par de graves privations, ce qui eut des répercussions sur les relations sociales et le développement émotionnel. Un des cas les plus représentatifs de cette époque fut celui d'Allenstein, où les hôpitaux, censés être des refuges pour les blessés et les civils vulnérables, furent transformés en scènes de massacres entre le 20 et le 22 janvier 1945. Les officiers de l'armée rouge pénétrèrent dans l'hôpital de Kortau, un quartier d'Allenstein. Toutes les personnes présentes, y compris les patients, le personnel médical et les réfugiés, furent assassinées. Selon les rapports, environ 500 personnes disparurent à la suite de ces attaques. Les bâtiments furent incendiés et ceux qui fuyaient furent abattus à coups de fusil ou tués au lance-flammes. La prise de Königsberg, alors capitale de la Prusse orientale en avril 1945, entraîna des événements malheureux pour la population civile. Pendant les combats et après la capitulation locale, plusieurs résidents, y compris des Allemands et des travailleurs forcés ukrainiens, furent attaqués. Comme dans le reste de la région, des rapports faisaient état de pillages, de viols, de meurtres, de pertes matérielles et de déplacements. Le nombre exact de victimes est discuté, mais on suppose que plusieurs milliers de morts furent découverts dans les jours suivant la prise de la ville. Après la guerre, Königsberg fut renommée Kaliningrad et la ville passa sous le contrôle de l'Union soviétique, subissant un changement radical de sa structure politique et sociale. La population allemande fut en grande partie expulsée ou tuée, tandis que de nouveaux colons arrivèrent des autres régions de l'Union soviétique, entraînant un mélange des cultures. Sur les environ 2,5 millions d'habitants de la Prusse orientale avant l'offensive, on estime qu'environ 300 000 personnes moururent. Ces chiffres incluent à la fois ceux qui périrent à la suite des combats et ceux qui succombèrent aux conditions extrêmes des expulsions. Le massacre de Nemmersdorf, fait, propagande et débat historique. Le 21 octobre 1944, pendant l'offensive soviétique en Prusse orientale, eut lieu l'événement connu sous le nom de massacre de Nemmersdorf. Ce petit village, situé dans une région stratégique près de la ligne de front, fut pris par les troupes soviétiques après des affrontements avec les défenses allemandes qui avaient établi des lignes de tranchées et des fortifications dans la zone. Après la retraite des forces du Troisième Reich, les habitants du village cherchèrent refuge dans des bunkers et d'autres endroits qu'ils considéraient comme sûrs. Les rapports ultérieurs indiquèrent qu'entre 19 et 30 civils furent tués après l'entrée des troupes soviétiques, dont 13 personnes qui s'étaient réfugiées dans un bunker. La documentation initiale des événements à Nemmersdorf provenait des troupes nationales qui, à leur retour au village, trouvèrent les restes des victimes. Les corps furent d'abord découverts dans une fosse à ciel ouvert et ne furent examinés que sur ordre d'un officier de la Wehrmacht. Parmi les morts se trouvaient plusieurs femmes et quelques enfants, et les rapports mentionnaient des exécutions sommaires et, dans certains cas, des morts particulièrement violentes. Ils présentaient de nombreuses blessures par balles, beaucoup d'entre elles à la tête,
ce qui suggère qu'il s'agissait d'exécutions sélectives. Certaines des victimes avaient subi d'autres formes de violence, y compris une femme dont le crâne avait été écrasé par un objet tranchant. Selon les rapports, une femme de 19 ans avait été violée. Le ministère de la propagande du Reich, dirigé par Joseph Goebbels, utilisa les événements de Nemmersdorf pour souligner les atrocités de l'armée rouge et mobiliser aussi bien les forces armées que la population civile nationale pour une résistance finale contre l'avancée soviétique. Le 27 octobre, le journal Völkischer Beobachter, organe officiel du parti nazi, publia un article détaillant les faits de Nemmersdorf. Dans cet article, les meurtres étaient décrits comme faisant partie d'un prétendu modèle systématique de violence de la part des forces soviétiques. Des actes de torture et d'autres formes de violence extrême furent également mentionnés, bien que certains historiens aient souligné que ces récits officiels avaient peut-être exagéré ou déformé certains aspects des événements pour répondre à des objectifs politiques. La propagande nazie inclut aussi du matériel visuel, tel que des photographies et des enregistrements dans les actualités, montrant les corps des victimes. Malgré ces efforts, leur efficacité fut limitée à un moment où une grande partie de la population était démoralisée en raison des revers militaires et de la détérioration progressive des conditions de vie. Dans le but de légitimer sa version des faits, le régime nazi convoqua une commission d'enquête qui comprenait des observateurs étrangers de pays neutres ou alliés de l'Axe. Le 31 octobre, la commission interrogea plusieurs témoins, parmi lesquels le membre du Volkssturm Emil Raduns, le juge du tribunal militaire Paul Grosch, Hans Hinrichs et Charlotte Müller. Eberhard Taubert fut chargé de préparer les témoins avant qu'ils ne soient interrogés, ce qui suggère que les déclarations étaient déjà conditionnées dès le départ. Les rapports des témoins furent conçus pour soutenir les récits de la propagande nazie. Raduns et Hinrichs contribuèrent particulièrement à intensifier l'image en rapportant des crimes massifs tels que des viols et des enlèvements. Cependant, cette commission fut critiquée pour son manque d'impartialité et les résultats de ces enquêtes furent perçus comme une tentative de soutenir la narration officielle. Après la guerre, le massacre de Nemmersdorf devint un sujet de débat historique. En Allemagne de l'Ouest, l'événement fut intégré au récit sur les souffrances endurées par la population pendant le conflit, particulièrement dans le contexte des expulsions massives. En Allemagne de l'Est et en Union soviétique, en revanche, les événements furent minimisés ou réinterprétés comme un exemple de propagande nazie, ce qui contribua à la persistance de différentes interprétations sur ce qui s'était réellement passé. L'auteur Bernhard Fisch, dans ses recherches sur le massacre de Nemmersdorf, remit en question plusieurs aspects des récits traditionnels et proposa une révision des narrations établies. Selon lui, certains des témoignages et des preuves présentées par la propagande de l'époque pourraient avoir été manipulés, et il souligna la nécessité d'une analyse critique et équilibrée des sources disponibles. Désespoir à Demmin, la vague de suicides massifs à la fin du conflit. Entre le 30 avril et le 3 mai 1945, la ville de Demmin fut le théâtre d'une vague de suicides collectifs impliquant entre 800 et 1000 personnes. La situation dans la ville se détériora rapidement dans les derniers mois du conflit. Avec la Wehrmacht en retraite et les forces soviétiques avançant depuis l'Est, la région fut envahie par des rumeurs concernant les représailles que les soldats de l'armée rouge pourraient infliger à la population civile. Ces craintes n'étaient pas infondées, car de nombreux témoignages faisaient état de pillages, de viols et d'exécutions sommaires commises dans d'autres zones occupées. De plus, la propagande nazie avait contribué à amplifier ces menaces, dessinant une image de brutalité extrême qui alimenta la panique générale parmi les habitants. Le retrait de la Wehrmacht aggrava la situation. Avant de quitter la ville, ils détruisirent les principales voies d'évasion, y compris les 3 ponts reliant Demmin aux zones environnantes. Cela laissa la population, composée à la fois de résidents locaux et d'un grand nombre de réfugiés venus de Prusse orientale et d'autres régions de l'Est, sans possibilité de fuir. Leur arrivée le 30 avril fut le déclencheur d'une série d'événements. Tôt dans l'après-midi de ce même jour, ils prirent la ville sans grand combat. Les premiers jours de l'occupation furent marqués par des actes de violence généralisés. Bien que les autorités soviétiques aient donné des ordres pour contrôler leurs troupes, la réalité sur le terrain fut différente. De nombreux cas de pillage à la recherche d'alcool et d'objets de valeur, d'incendies et d'agressions contre la population civile
eurent lieu. Face à la perception qu'il n'y avait pas d'échappatoire ni de protection possible, quelques personnes commencèrent à envisager le suicide comme la seule issue viable. Les suicides eurent lieu de différentes manières. Plusieurs personnes se noyèrent dans les rivières Peene, Tollens et Trebel, qui entourent l'agglomération urbaine. D'autres optèrent pour la pendaison ou l'utilisation d'armes à feu. Dans de nombreux cas, des familles entières prenaient la décision de mourir ensemble. Les parents tuaient leurs enfants avant de mettre fin à leur propre vie, dans une tentative de les protéger de ce qu'ils considéraient comme un destin pire. Les scènes de corps flottant dans les rivières ou suspendus à des arbres et des structures devinrent une partie du paysage urbain durant ces jours-là. La proximité physique et émotionnelle entre les personnes prises au piège à Demmin favorisa une sorte d'effet de chaîne. La peur et le désespoir se propagèrent rapidement, et les décisions individuelles de mettre fin à sa vie influencèrent souvent d'autres personnes à faire de même. Du point de vue psychologique, ce phénomène de contagion est courant dans des situations de crise extrême, où les émotions partagées peuvent conduire à des comportements collectifs. Pour mieux l'expliquer, une institutrice locale, Gisela Zimmer, écrivit dans son journal le 1er mai ce qui suit. « Les personnes qui se sont suicidées ont perdu la tête sur le sens de la vie. Les autorités locales, qui étaient sous le contrôle du Parti national-socialiste jusqu'à peu avant l'arrivée des Soviétiques, jouèrent un rôle ambigu pendant ces événements. Dans certains cas, elles tentèrent de maintenir l'ordre et de calmer la population, mais dans d'autres, elles se retirèrent ou participèrent activement au suicide. Cependant, certains locaux résistèrent en devenant des tireurs d'élite, attaquant les envahisseurs depuis leur maison avant de se suicider. Après la fin du conflit, les suicides massifs de Demmin furent un sujet tabou pendant des décennies. En Allemagne de l'Est, les autorités communistes évitèrent de discuter du sujet, car cela aurait pu être interprété comme une critique des forces soviétiques. En Allemagne de l'Ouest, la narration historique se concentra sur d'autres aspects du conflit et sur l'Holocauste, reléguant des événements comme celui-ci au second plan. Ce n'est qu'à la fin de la guerre froide que des historiens et des journalistes commencèrent à explorer cet épisode de manière plus approfondie. Bien que Demmin ait été exceptionnel à certains égards, les événements qui y eurent lieu font partie d'un schéma plus large de suicides qui se produisirent dans d'autres parties de l'Allemagne durant cette période. Entre la colère et la loi, acte de représailles en Allemagne en 1945. Les militaires et les civils allemands ont été confrontés à une série d'actes de vengeance perpétrés par les troupes alliées à mesure que la guerre avançait et surtout se terminait. Dans les derniers jours du conflit, par exemple, les actes de vengeance spontanés sont devenus courants. Après la libération des camps de concentration, comme celui de Dachau à la fin avril 1945, le camp comptait environ 32 000 prisonniers. Les SS avaient auparavant tenté de les mettre à l'abri par les soi-disant marche de la mort pour éviter leur libération par les Alliés. Les soldats américains ont découvert un camp de concentration dévasté et ont trouvé un train transportant les corps de 2300 prisonniers morts de faim et de maladie. En raison de la colère et de l'indignation, certains officiers ont commencé à tirer sur des membres des SS capturés, ce qui a provoqué un massacre spontané, faisant entre 39 et 50 membres des SS. À cela se sont ajoutés certains prisonniers. Ces actions n'étaient ni planifiées ni coordonnées. Elles étaient simplement le résultat direct des émotions débordées et de la souffrance accumulée au fil des ans. Mais des représailles organisées ont également eu lieu, mises en place par des groupes spécifiques cherchant à rendre justice pour les crimes nazis. Un exemple notable a été les actions de la brigade juive, intégrée dans l'armée britannique par près de 5000 juifs venus de Palestine, dont les 16 membres ont traqué et exécuté des criminels de guerre nazis de manière extrajudiciaire. Dans certains cas, ces opérations ont conduit à l'exécution de centaines de personnes. De plus, ils ont combattu sur le front en Italie, participant à la libération de villes comme Ravenne et Bologne. Un groupe particulièrement connu, Nakam, a même planifié de contaminer l'eau potable de Nuremberg avec un poison mortel pour tuer un maximum d'Allemands. Le groupe avait espionné les installations d'approvisionnement en eau et avait pris les mesures nécessaires pour mener à bien l'empoisonnement. Cependant, l'action a été entravée par plusieurs facteurs. Abba Kovner, le leader du groupe, a tenté d'obtenir le poison en Palestine, peu avant de pouvoir se rendre en Europe,
il a été arrêté par la police militaire britannique. Il est soupçonné d'avoir été trahi par les sionistes qui considéraient cette représaille comme une menace pour la création de l'État d'Israël. Les compagnons de Kovner ont ensuite versé le poison dans la mer. Après l'arrestation de Kovner, le groupe a décidé d'abandonner ses projets et a cherché un plan alternatif. Ils ont obtenu de l'arsenic et des pains empoisonnés qui ont été remis à un camp de détention pour membres des SS à Nuremberg. Bien que de nombreux membres des SS soient tombés malades, il n'y a eu aucune victime mortelle. D'autre part, entre la fin du conflit et l'année suivante, on estime que 900 000 femmes ont été victimes de viols par des soldats alliés, bien que les attaques les plus documentées soient celles des soviétiques. Ces agressions n'ont souvent pas été sanctionnées, car les structures légales et administratives germaniques étaient en ruine et les commandements alliés ont eu tendance à ignorer ou minimiser les plaintes. Les exécutions judiciaires ont également fait partie de la période d'après-guerre. Dans les zones occupées par les Alliés, des tribunaux militaires ont été établis pour juger les responsables de crimes de guerre. Dans les zones occidentales, au cours des 5 années suivantes, 806 peines de mort ont été prononcées, dont plus de la moitié ont été exécutées dans des installations spécialement conçues, comme la prison des criminels de guerre de Landsberg am Lech. En plus des pillages soviétiques que nous avons déjà abordés, les Américains, les Britanniques et les Français ont également participé à l'appropriation de biens personnels et publics, justifiant souvent ces actions comme des représailles pour les pertes subies pendant le conflit. Cette appropriation indiscriminée a inclus des œuvres d'art et des ressources de base, ce qui a exacerbé la précarité de la population dans les premières années de la paix. Une des formes les plus frappantes de répression structurée s'est produite dans le cadre des politiques de réparation. Alors que les États-Unis ont mis en œuvre le plan Marshall dans le but de reconstruire l'Europe occidentale et de stabiliser l'Allemagne, l'Union soviétique a opté pour une stratégie de démantèlement et de transfert de ressources. Cela a inclus le transport de millions de tonnes de machines, d'infrastructures ferroviaires et de matières premières vers la puissance communiste. La France, quant à elle, a adopté une approche mixte. En plus de participer aux efforts de réparations économiques, elle a cherché à récupérer le contrôle de territoires comme la Sarre. De même, dans le cadre des purges des collaborateurs, des exécutions de personnes de différentes nationalités, accusées de collaborer avec le régime nazi, ont eu lieu. Construisons des ennemis, la stratégie de propagande des Alliés. La propagande a joué un rôle crucial dans la mobilisation des populations et dans la légitimation de l'effort de guerre aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Union soviétique, qui ont utilisé divers moyens de communication tels que des affiches, le cinéma et la radio à ces fins. En termes généraux, Adolf Hitler était dépeint comme une figure incarnant le mal sur Terre, un leader tyrannique dont les actions ont provoqué la souffrance qui a accompagné la guerre. Le national-socialisme, pour eux, était une idéologie agressive et expansionniste qui menaçait tout ce qu'elle pouvait toucher ou influencer. Les puissances de l'Axe ont été présentées comme une alliance de régimes totalitaires basée sur l'oppression et la violence. La propagande a lié le national-socialisme au fascisme et au militarisme, créant une image de menace mondiale. La représentation du peuple allemand était souvent liée au national-socialisme, ce qui signifiait que tous étaient perçus comme faisant partie d'un régime agressif et immoral. Cela dit, certains efforts ont été faits pour faire en sorte que la classe dirigeante soit vue comme la principale responsable de tout cela, essayant de créer une certaine empathie pour la population de ce pays. À l'intérieur de cette société, le soldat a été dépeint de manière impitoyable. La propagande insistait sur le fait que les troupes du Troisième Reich étaient des occupants cruels qui opprimaient les civils et commettaient des crimes de guerre. Ainsi, en créant une image claire de l'ennemi, la population a été motivée à participer activement à l'effort de guerre. De même, il était fait appel à l'identité et à la fierté nationale, en mettant en valeur les valeurs de chaque société avec leurs nuances respectives. Il convient de préciser que les Alliés et les puissances de l'Axe ont utilisé des stratégies psychologiques pour semer des doutes sur la force de l'ennemi et miner son moral. Des brochures ont été distribuées pour diffuser des informations sur les événements principaux et influencer les militaires et les civils dans les territoires occupés. Aux États-Unis, les affiches ont joué un rôle central, l'un des exemples les plus représentatifs étant celle de « I want you for US Army », qui incitait la population à se joindre à l'effort de guerre.
Hollywood a également joué un rôle clé avec des productions comme Why We Fight, qui expliquait la guerre comme une croisade contre la tyrannie, présentant les soldats allemands comme des figures brutales. Le Royaume-Uni, de son côté, a diabolisé Hitler dès le début. En particulier, la BBC a contribué à consolider le sentiment de solidarité parmi les citoyens. L'un de ses efforts les plus remarquables a été les programmes satiriques, dont le but était de ridiculiser l'image de Hitler et de ses partisans. À l'intérieur du pays, cela a été reconnu comme une forme de propagande particulièrement efficace. De même, le comédien Noel Coward a lancé la chanson « Don't Let's Be Beastly to the Germans » en 1943, suggérant dans les paroles que son pays ne devait pas être trop cruel avec les Allemands après la victoire. En France, la propagande a adopté diverses formes, en fonction du contexte politique du pays. Avant l'occupation, les affiches incitaient à la défense de la nation et promouvaient la résistance. Cependant, après l'instauration du gouvernement de Vichy, sous la direction de Philippe Pétain et de son adjoint Pierre Laval, la propagande a été utilisée pour projeter une image d'unité nationale sous le nouveau régime. Le gouvernement de Vichy a proclamé une révolution nationale qui allait à l'encontre des principes de la Révolution française. Au lieu de liberté, égalité, fraternité, les nouveaux idéaux étaient travail, famille, patrie. Ces messages visaient à créer un sentiment d'unité et d'identité nationale, et en même temps à justifier le contrôle autoritaire du régime. Malgré cela, dans les zones contrôlées par la résistance, des matériaux continuaient d'être produits pour exalter la lutte contre l'occupation allemande et dénoncer les crimes du Troisième Reich. Le cinéma et la radio ont également été utilisés pour glorifier la résistance et alerter sur les politiques du gouvernement collaborateur. En Union soviétique, la propagande a été utilisée de manière intensive sous diverses formes. Les affiches, conçues avec un niveau artistique élevé, montraient l'ennemi comme une force impitoyable, tout en mettant en avant l'héroïsme du peuple soviétique et les vertus du stalinisme. Souvent, les brochures contenaient des discours de personnalités politiques importantes, comme le ministre des Affaires étrangères, Vyacheslav Molotov, dénonçant l'agression nazie et appelant à la défense de la patrie. Le cinéma a joué un rôle fondamental dans la construction du discours patriotique, avec des films qui exaltaient les exploits de la Marine rouge et promouvaient l'idée de sacrifice pour la patrie. Contraste dans la reconstruction. Les deux Allemagnes et leurs chemins divergent. Avec le début de la paix, plus d'un tiers de la population germanique vivait dans des abris temporaires, souvent dans des structures improvisées avec des éléments préfabriqués en fer ondulé et un toit semi-circulaire connu sous le nom de Nissenhütten. Les conditions sanitaires dans ces espaces étaient inadéquates, ce qui provoquait des problèmes de santé. Plusieurs familles vivaient dans une même hutte, les chambres étant séparées par des murs minces. Selon les rapports, environ 42 000 personnes vivaient dans différents camps de ces abris uniquement à Hambourg. D'autre part, l'élimination des décombres et la reconstruction des villes étaient des tâches urgentes, sachant qu'environ 16 millions de foyers avaient été détruits par la guerre, créant un énorme besoin de logement. L'enlèvement des décombres a été réalisé par plusieurs groupes. Au début, des prisonniers allemands et d'anciens membres du Parti national-socialiste des travailleurs allemands ont été utilisés. Cependant, ces groupes n'étaient pas suffisants et l'aide de la population a été sollicitée. Dans la zone d'occupation occidentale, cela était principalement volontaire, tandis que dans la zone soviétique, le travail forcé prédominait. De nombreuses femmes, souvent appelées « femmes des décombres », ont contribué au nettoyage, bien que de nombreux hommes aient également participé. Le travail était souvent stigmatisé et considéré comme de bas statut. Les risques associés étaient multiples. Les travaux ont été réalisés dans des conditions dangereuses car les ruines étaient instables, ce qui pouvait entraîner des accidents mortels. De plus, les travailleurs déployés ont été exposés à des risques pour la santé, tels que la poussière, l'humidité et les objets pointus. Le stress psychologique était également élevé, car de nombreuses personnes avaient perdu des membres de leur famille ou des amis sous les décombres. La durée du processus de retrait a varié considérablement en fonction de la zone. À Berlin, on estimait qu'il faudrait entre 6 et 8 ans pour nettoyer. Des estimations ultérieures suggérèrent même une période de 20 à 25 ans, même en utilisant les techniques les plus modernes. À la fin de l'année 1947, dans la Rhénanie du Nord-Westphalie,
Seulement 10% des décombres avaient été enlevés, tandis qu'à Munich, 43% étaient déjà nettoyés. Malgré les difficultés initiales, la décennie des années 50 a vu un essor remarquable de la construction, ce qui a abouti à la création d'environ 3 millions de logements dans la République fédérale d'Allemagne. À ce sujet, de vives discussions ont eu lieu sur la manière dont les villes détruites devaient être conçues. Certains architectes et urbanistes plaidaient pour un redémarrage radical, proposant une approche avant-gardiste de la planification urbaine, tandis que les traditionalistes défendaient la restauration des villes en tenant compte de leur passé historique. Les économies des deux Allemagnes se sont développées par des voies complètement différentes. En République fédérale d'Allemagne, la reprise économique a commencé en 1948, notamment après la réforme monétaire, qui a permis de stabiliser le mark et de revenir au principe de l'économie de marché. Les capacités de production sont restées intactes à hauteur de 85%, ce qui a favorisé une reprise plus rapide. Le plan de Marshall, qui est entré en vigueur cette même année, a fourni d'importantes ressources financières qui ont été investies dans la reconstruction. L'économie a connu une forte croissance dans les années 50, connue sous le nom de « miracle économique ». Les investissements ont considérablement augmenté et le produit national brut a considérablement progressé. Le plein emploi a été atteint et les salaires réels ont continuellement augmenté. Le changement structurel vers une économie industrielle, puis orientée vers les services, s'est produit rapidement. En revanche, l'économie de la République démocratique d'Allemagne se caractérisait par une économie planifiée centralisée. Après la guerre, les entreprises ont été nationalisées et l'économie a été directement contrôlée par les autorités étatiques, à la manière soviétique. Ce pays a dû faire face à divers défis, dont la pénurie de matières premières et des méthodes de production inefficaces. Le développement économique a été plus lent qu'en République fédérale d'Allemagne, et il y a eu des pénuries fréquentes de biens de consommation. Le gouvernement a tenté de stabiliser l'économie par des investissements publics et des mesures de planification, mais les résultats n'ont pas répondu aux attentes. La séparation entre les deux États a également entraîné des conditions de vie différentes pour la population. En République fédérale d'Allemagne, le niveau de vie a constamment augmenté, tandis que dans son voisin socialiste, la population a dû faire face à de nombreuses restrictions, ce qui a généré du mécontentement.